LFI. Communiste ou communisant. C'est contre-vérité. D'hommes semblables et égaux. Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Scopéo, l'Observatoire politique. Je suis Maxime Fessac, rédacteur chez Scopéo, et je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue sur ce 4e épisode, et oui, déjà le 4e épisode de notre série L'Entrevue politique. Aujourd'hui, nous sommes très heureux de recevoir Madame Caroline Janvier, députée du Loiret. Je serai accompagné pour ce podcast de la talentueuse Domitille Viel, également membre de Scopéo, à qui je laisse à présent la parole afin de poser le décor de ce podcast. Et oui, merci Maxime. Bonjour à ceux qui nous écoutent et surtout bonjour à vous, Caroline Janvier. Vous nous faites l'honneur aujourd'hui de nous accorder cette entrevue pour discuter et débattre sur un sujet qui nous tient particulièrement à cœur. Suite à nos 2 tribunes publiées sur le site scopeo.org, le premier portant sur la dépénalisation du cannabis écrit par Maxime Fessac et le second traitant de la légalisation du cannabis écrit par Mes Soins, nous allons donc aborder avec vous les thèmes de la légalisation du cannabis en France et les modalités de son éventuelle réalisation. Vous êtes bien placé pour en parler puisque vous êtes la rapporteure de la partie sur la consommation récréative de la légalisation du cannabis. Mais avant de démarrer l'entrevue, Madame Caroline Janvier, je vous laisse vous présenter. Bonjour à vous et ravie d'avoir cet échange aujourd'hui. Donc, pour me présenter, je suis donc députée de la 2e circonscription du Loiret qui comprend notamment la ville d'Orléans. Et je siège 2 commissions Affaires sociales et Affaires européennes où je m'investis notamment sur les questions de handicap et sur un certain nombre de sujets de société comme le cannabis. Et donc, vous l'avez rappelé, je suis rapporteure de la partie cannabis à usage récréatif puisque au sein de cette mission d'information que nous avons ouverte il y a maintenant plus d'1 an, nous avons souhaité différencier les usages du cannabis en traitant dans un premier temps la question du chanvre médical ou thérapeutique, dans un deuxième temps celui du cannabis à usage bien-être, donc avec du CBD et peu ou pas de THC, et dans un troisième temps, le volet dont je suis rapporteur thématique, le cannabis dit récréatif ou stupéfiant, qui est finalement le plus connu. Alors, je vais commencer tout de suite avec notre première question. Nous, ce qu'on se demandait à Scopéo, c'est comment vous en êtes arrivé à cette position-là. Parce qu'il est vrai qu'aujourd'hui, dans le jeu politique, et particulièrement à En Marche, d'ailleurs, on reviendra sur cette question, ce n'est pas évident et ça ne va pas de soi de se positionner pour une forme de dépénalisation ou de légalisation. Et donc, on a souvent tendance à stéréotyper et à dire, oui, de toute façon, les gens qui sont pour les légalisations des drogues, ce sont des gens qui consomment des drogues. Donc, est-ce que vous, en tant que député, vous pouvez nous expliquer comment vous en êtes arrivé à ce constat qu'on a, selon vous, on aurait besoin d'une forme de légalisation en France sur le cannabis? Alors, je fais partie, moi, de cette nouvelle génération d'élus, issus d'une volonté aussi de renouvellement des Français. C'est mon premier mandat d'élu et la question du cannabis faisait partie des sujets qui m'agaçaient un peu en tant que citoyenne, puisqu'il me semblait faire l'objet d'une forme de tabou, voire d'hypocrisie et d'une forme aussi de lâcheté, puisque, on le sait, en France, depuis 50 ans, on a un des cadres les plus répressifs sur le sujet, avec des peines de prison. Et en dépit de cela, ou peut-être même à cause de cela, une consommation parmi les plus importantes, notamment d'Europe, particulièrement chez les jeunes. Et cette consommation continue, année après année, d'augmenter. Donc on se retrouve vraiment dans un paradoxe où on ne peut que faire ce constat d'inefficacité de la politique publique sur ce sujet-là. Donc c'est vrai que c'était un des sujets sur lequel je me disais, si un jour j'ai des responsabilités d'élu, j'aimerais m'y atteler et qu'on aborde enfin ce sujet de façon moins idéologique et plus pragmatique qu'il ne l'a été. Merci. C'est vrai qu'il y a énormément de citoyens qui, comme vous et comme nous, peuvent être agacés par l'hypocrisie sur la question. Ils sont 80% pour la consultation citoyenne que vous avez lancée à se prononcer en faveur de la légalisation du cannabis. Pensez-vous que cette consultation citoyenne va être prise au sérieux et comment l'idée de la légalisation est-elle perçue au sein de l'hémicycle et au sein d'En Marche ? Alors, je crois que cette consultation, elle a quand même eu l'intérêt de montrer qu'au-delà d'une
d'une position très clairement en faveur d'un changement de législation, il y avait un intérêt pour cette question. On a plus de 250 000 personnes qui ont répondu. C'est la consultation qui arrive en deuxième parmi l'ensemble des consultations de l'Assemblée nationale en termes de nombre de réponses. Donc, on voit que c'est un vrai sujet qui intéresse l'opinion publique, d'une part, et ça a permis par ailleurs, de la même façon que l'ensemble des travaux que nous conduisons au sein de la mission d'information, de changer un petit peu de regard et d'approche sur ce sujet-là. Moi, je trouve qu'il y a eu un traitement médiatique assez intéressant. On était peut-être moins dans la posture et dans cette approche un peu manichéenne de dire la drogue, c'est mal, donc il faut l'interdire, alors que ce que je défends, et on aura l'occasion d'y revenir, c'est de dire, justement parce que c'est un produit qui peut avoir des effets dangereux, il faut que l'État le régule comme on le fait pour d'autres substances comme l'alcool ou le tabac, par exemple. Donc, il y a eu un peu un changement d'approche, je trouve, dans le traitement médiatique. Et donc, cela a généré, au sein notamment de la majorité et du groupe parlementaire auquel j'appartiens, un certain nombre de débats. Et ce que j'ai pu mesurer, c'est que finalement, j'ai un certain nombre de collègues qui sont déjà convaincus par l'intérêt et la nécessité de la légalisation. Et j'ai d'autres collègues qui, en réalité, ne connaissent toujours pas bien le sujet, mais à partir du moment où ils s'y intéressent et où ils regardent de plus près les chiffres, les comparaisons internationales, et bien finalement, ils évoluent sur ce sujet-là. Donc, je crois vraiment que la première des priorités, c'était vraiment d'avoir ce débat public et ce changement d'approche sur cette question. Alors justement, on s'est pas mal intéressé à vos interventions dans les médias en vue de la préparation de ce podcast. Et dans un quotidien qui s'appelle La République du Centre, vous parliez en février des possibilités sur le long terme d'une législation, et vous disiez que peut-être en 2022, il pourrait y avoir un programme qui met justement dans le programme une proposition visant la légalisation du cannabis. Moi, ma question, c'est est-ce que vous pensez que ce programme pourrait être celui de La République En Marche, puisque très récemment, on a vu les dernières sorties du ministre de l'Intérieur, Gérald Darmanin, qui se positionne très clairement, lui, alors qu'il est membre du même parti que vous, il se positionne très clairement contre toute forme de légalisation. Je crois même qu'il utilise le mot de lâcheté pour qualifier cette législation. Alors, je voudrais juste apporter une petite précision. Gérald Darmanin, ministre de l'Intérieur, n'est pas membre de La République En Marche. C'est quelqu'un qui est issu d'ailleurs des Républicains. Donc, pour moi, il y a une différence, d'une part, à établir entre la politique mise en œuvre par le gouvernement et les travaux que font les parlementaires, et en l'occurrence les députés, qui donc évaluent un certain nombre de politiques publiques et font des propositions. Et par ailleurs, on a encore un troisième niveau qui est celui de la préparation d'un projet politique en 2022. Voilà. Moi, évidemment, vous me posez une question très claire, je vais vous y répondre de façon très claire aussi. Ma volonté, et j'y travaille de façon très concrète, c'est qu'il y ait un volet sur la question du cannabis dans le programme du mouvement politique auquel j'appartiens, donc La République En Marche. Qu'on aille jusqu'à une proposition de légalisation avec une régulation de l'État, ce que je défends, ou qu'on aille vers la proposition d'un débat public sur ce sujet. Donc, il y a différentes possibilités. Et je n'ai à ce jour, évidemment, aucune garantie puisque je ne suis pas en charge de rédiger l'ensemble du projet. Je vais y apporter ma contribution comme d'autres, mais c'est évidemment mon intention. Et par ailleurs, je pense aussi qu'il est souhaitable, et je crois qu'il est probable, que d'autres familles politiques se positionnent sur ce sujet-là et que ça ne soit plus un sujet qui soit l'apanage, par exemple, des Verts ou du PS, comme ça a longtemps été le cas. Et vous l'avez vu, il y a eu un certain nombre de prises de parole récentes. Je pense à Rachida Dati, je pense à la tribune de 3 maires LR, je pense au sondage aussi des maires d'Île-de-France. Donc, il y a un certain nombre d'évolutions aussi parmi les responsables politiques, quel que soit leur parti. Donc, vous pensez que ce mouvement, il pourrait être transpartisan? Parce qu'on a vu des gens comme Robin Reda, qui était chez LR, et Daniel Obono, qui est à la France Insoumise, qui eux aussi appelaient à des formes
diverses de dépénalisation et de légalisation. D'ailleurs, dans le cas de Robin Reda, c'est assez étonnant puisque c'est le porte-parole du mouvement de Valérie Pécresse qui elle-même se positionne clairement contre la légalisation du cannabis. Donc, est-ce qu'il y a de la discussion au sein de l'hémicycle entre différents membres de différents partis politiques vis-à-vis de cette question du cannabis? Bien sûr, il y a beaucoup d'échanges et de façon générale, il y a beaucoup d'échanges informels et les choses sont moins, fermées parfois qu'elles n'y paraissent. Après, il y a une logique partisane et il y a une ligne qui est définie et sur laquelle les membres d'un parti doivent être évidemment solidaires. Mais je crois que ce qui est intéressant sur le sujet du cannabis, c'est que justement, on voit bien que pendant longtemps, il y a eu une approche qui était celle de l'idéologie, parfois de la posture, et finalement, c'est aussi lié à une approche partisane. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est qu'il y a un certain nombre d'élus, notamment de nouveaux élus, qui prennent la responsabilité quelque part de se défaire de cette grille de lecture partisane, traditionnelle, pour faire un certain nombre de propositions. Donc, on l'a vu en effet avec Robin Reda qui prend une prise de position assez courageuse. Il se trouve qu'on est dans un contexte là électoral avec notamment les régionales et que Valérie Pécresse a précisé, notamment, elle a bien précisé qu'au niveau de la région, ça n'était pas un sujet qu'elle allait porter. Donc, elle a aussi, pas fermé la porte sur d'autres échéances et sur un autre niveau. Mais en tant que présidente de région, ça ne fait pas partie de son projet politique, hein. Et c'est une forme de cohérence par rapport à ce qu'elle avait par le passé dit sur le sujet. Ça n'empêche pas que Robin Reda continue à échanger au sein de sa famille politique sur ce sujet-là. Et vous l'avez dit, chez les Insoumis, effectivement, Daniel Obono, Éric Coquerel travaille actuellement sur une proposition de loi sur ce sujet. On a également François-Michel Lambert du groupe Liberté et Territoire qui a déposé une PPL qu'on va examiner le 8 avril en séance publique sur cette question-là. Donc, en effet, c'est vraiment un sujet transpartisan et je crois que ça montre aussi peut-être l'urgence de mettre en place un changement de législation sur cette question-là. Tout à fait. Et c'est un sujet, comme vous l'avez rappelé, sur lequel énormément d'hommes et femmes politiques se positionnent actuellement. Et pourtant, pendant beaucoup de temps, les politiques à l'échelle nationale ont beaucoup évité ce sujet. Pourquoi, selon vous, et électoralement, est-ce que c'était plutôt le sujet à éviter pour ne pas effrayer les électeurs? Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. C'est un sujet particulièrement sensible. Moi, quand j'ai commencé à m'y intéresser, j'ai un certain nombre d'élus plus expérimentés qui m'ont dit deux choses, qui m'ont dit d'une part de ne pas aller sur cette question-là parce que c'était un sujet trop connoté et que je risquais d'apparaître comme promouvant la consommation de cannabis et comme proposant une forme de banalisation du cannabis, d'une part, et d'autre part, on m'a dit que de toute façon, même les personnes qui étaient favorables à la légalisation n'y étaient pas favorables au point de décider de leur vote en fonction du candidat qui ferait cette proposition. Donc, en réalité, ça n'était de toute façon pas un sujet suffisamment important pour remporter des suffrages. Et à l'inverse, c'était un sujet assez dangereux et qui risquait de donner une mauvaise image. Donc, effectivement, moi, j'étais... et je crois que c'est tout cet aspect un petit peu tabou, tous les fantasmes aussi que cela génère, les confusions entre... c'est pour ça d'ailleurs qu'on a souhaité à cette mission d'information bien différencier les usages et les substances contenues aussi en fonction des usages que l'on fait du cannabis, parce qu'il me semble qu'il y a beaucoup de confusion. Et ce qui freine d'ailleurs sur le sujet, par exemple, du cannabis thérapeutique ou médical, la France a pris du retard, elle continue d'en prendre et aujourd'hui, même l'expérimentation est rendue complexe par un peu la frilosité de l'administration par rapport à cela. Donc, en fait, tout ce carcan et cette crainte fait que l'on n'arrive même pas à avancer sur un plan, par exemple, thérapeutique.
Alors, on a également des élus qui n'hésitent pas à dire que, que la raison pour laquelle beaucoup d'élus ne se positionnent pas, ou ne se prononcent pas ou se prononcent contre, c'est parce que ce sera un moyen d'acheter la paix sociale dans les quartiers urbains, périurbains, qui sont, je pense à des quartiers comme Sevran, à certains quartiers de Marseille, enfin certains quartiers dans la ville de Sevran, pardon, qui sont des quartiers qui vivent, entre guillemets, de l'économie du cannabis. Il y avait l'ancien maire de Sevran qui n'hésitait pas qui évoquait les arriérés de loyer qui étaient parfois avancés en liquide, des arriérés de 20 000, 30 000 euros, et que les bailleurs sociaux allaient jusqu'à déplorer les interventions de police parce que ça voulait dire avoir du retard sur des loyers qui allaient potentiellement être impayés. Donc, est-ce que vous pensez que ça expliquerait le manque d'intervention d'une partie de la sphère politique, cette peur de déranger une certaine paix sociale, comme certains l'appellent? Tout à fait, hein, on a longtemps dit et considéré que c'était une façon effectivement d'acheter la paix sociale dans ces territoires-là. Moi, je trouve que cet argument est proprement scandaleux. D'une part, parce qu'en réalité, quand on creuse un peu, vous avez très peu de personnes qui vivent de façon confortable du trafic, hein. On a grosso modo 15 000 personnes qui gagnent très très bien leur vie par rapport à ça, qui sont vraiment les têtes de réseau. 30 000 qui la gagnent pas trop mal et 3 millions qui ont quelque chose comme 100 € par jour pour 14 à 16 heures de travail, de guet, évidemment sans aucune sécurité d'emploi, aucune cotisation retraite ou maladie, des allers-retours en prison, enfin avec tous les risques que l'on connaît et les dépendances face à des réseaux et des réseaux associés de trafic d'armes, de proxénétisme et de criminalité associée. Donc, considérer qu'on offre à ces jeunes, qu'on n'a rien d'autre à leur offrir que de faire partie tout en bas de l'échelle de ces réseaux criminels qui sont de toute manière absolument une voie de garage absolue, honnêtement, je trouve ça assez choquant et je trouve courageux un certain nombre d'élus qui aujourd'hui reconnaissent qu'en effet, ils l'ont fait pour tout un tas de raisons, pour de la politique vraiment pour moi de très court terme, mais que c'est si vous voulez, c'est quelque chose qui a en fait mis en péril des territoires entiers, parce que je ne sais pas si vous avez lu le bouquin de Bruno Laforesterie sur ce sujet, mais en réalité, on a abandonné des territoires aux mains des dealers et aux mains de tous les criminels qui gravitaient. On a laissé une mafia se mettre en place, d'autres réseaux associés à cette mafia, et on a dit maintenant, courage, fuyons, parce qu'on n'a plus les moyens alors on a parlé de reconquête républicaine, de tout un tas de choses. Mais donc, oui, cet argument, je crois que c'est une réalité, malheureusement, mais je le trouve absolument indéfendable. Vous avez parlé des personnes qui gagnaient l'argent, alors qui ne vivaient pas forcément très confortablement grâce à cet argent, mais qui finançaient quand même parfois leur propre consommation ou leur loyer, etc., grâce au cannabis. Comment faire, après une éventuelle légalisation, pour empêcher ces jeunes de se tourner vers une autre source d'argent facile? On pense notamment au cambriolage, à la vente d'armes, au trafic de drogue, de drogue dure, à la prostitution, etc. Doivent-ils être spécialement accompagnés pour se réinsérer dans le marché du travail ou sur le système scolaire? Alors, il y a deux choses. À mon avis, il y a d'une part essayer de voir si on peut, et il y a un certain nombre de pays, notamment d'États américains, qui travaillent là-dessus, les accompagner dans des démarches et des dispositifs de reconversion, d'une part, et d'autre part, parce que ce sont malgré tout des gens qui, en effet, ont des expertises, ont des réseaux, ont des savoir-faire sur ces questions-là. Et par ailleurs, à partir du moment où on met en place un système, un marché, une filière de production, de distribution légale, l'État peut percevoir un certain nombre de recettes fiscales qui vont, selon les évaluations, de 500 millions d'euros à 2,8 milliards d'euros, donc avec des sommes qui sont importantes. Et ça permet non seulement de financer une vraie politique de santé publique qui est aujourd'hui absolument quasiment inexistante, on a autour de 45 millions d'euros chaque année qui sont dépensés en prévention ou en soins, mais ça permet aussi d'investir justement dans ces quartiers-là
et d'avoir des vrais dispositifs de formation, d'emploi, d'accompagnement de ces jeunes et de leur offrir justement autre chose que ce qu'on leur propose depuis 50 ans. Donc, vous seriez favorable, par exemple, à un système comme au Colorado, où on propose aux anciens vendeurs, producteurs de cannabis qui ont été condamnés pour des faits sans violence, de se reconvertir dans dans la filière légale. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qui se passe au Colorado. Il y a une vérification du casier judiciaire et en fait, tous les dealers qui ont été condamnés, mais pas pour des crimes avec violence, on leur propose, on leur dit, bah, écoutez, vous n'avez pas fait preuve de violence, donc c'est que vous ne devez pas être foncièrement mauvais, vous n'aviez peut-être pas le choix de faire ça. On vous propose de vous reconvertir. Vous seriez favorable à un système de licence assez souple comme ça, qui deviendrait une véritable voie de reconversion? Tout à fait. Moi, je suis favorable. Je crois que c'est quand on parle de 3 millions de personnes qui sont effectivement en bas de l'échelle de ces trafics, ça fait quand même un certain nombre de personnes. Et donc, moi, je suis effectivement tout à fait favorable à ce que l'on accompagne ces personnes et que l'on voit comment est-ce qu'on peut les réinsérer quelque part. Il y a la question de l'amnistie qui se pose et qui nécessite, à mon avis, d'être comment dire, peut-être de faire l'objet d'un débat public, mais qui est une vraie question. Voilà. À partir du moment où les pouvoirs publics considèrent qu'ils se sont trompés pendant un certain nombre d'années sur la politique publique qu'ils ont mis en place, jusqu'où on va dans cette reconnaissance quelque part d'une politique publique non adaptée. Mais dans tous les cas, en effet, je suis tout à fait favorable à ce qu'on prenne en compte cette question-là et qu'on investisse de l'argent dans ces quartiers et auprès de ces personnes. Alors, j'aimerais juste revenir sur un terme que vous avez utilisé au début, quand vous parliez de légalisation, de dépénalisation, vous disiez que ça devait se faire sous le contrôle de l'État, sous la régulation de l'État. Moi, ma question, c'est quel aspect ça prendrait? Parce que on pourra en reparler, mais il y a des think tanks qui ont publié des rapports où ils comparent justement les pays, les États où il y a un fort contrôle de l'État sur le marché et ceux où il y a un contrôle qui est moindre, c'est-à-dire la production, elle est privée, la vente, elle est privée, il n'y a pas de registre obligatoire sur lequel s'inscrire, les quantités sont libres, il n'y a pas de quota de production, il n'y a pas trop de taxes, donc le prix n'est pas trop élevé. Et donc je pense en particulier au think tank de Gaspard Koenig, Génération Libre, ils ont entre guillemets réussi à prouver que plus il y a de contrôle de l'État, moins le marché noir disparaît, parce que le produit en fait n'est soit pas assez disponible, soit trop cher, soit les deux. Donc est-ce que vous serez plus favorable à un contrôle de l'État fort ou plus un marché libre? Alors moi, je crois qu'il faut inventer un modèle à la française. On a deux extrêmes. On a l'Uruguay, on a la province aussi du Québec, où là, vous avez une place très importante de l'État, avec éventuellement un monopole public, et donc un niveau de taxation de prélèvement obligatoire qui est élevé, un niveau de régulation dans l'octroi des licences, dans le contrôle sanitaire de substances, dans le contrôle aussi des consommateurs qui sont autorisés à acheter avec une minorité éventuellement à 21 ans. Donc voilà, ça permet d'atteindre un certain nombre d'objectifs, notamment en matière de santé publique, par exemple la baisse de la consommation des jeunes, le contrôle, encore une fois, sanitaire des substances. Donc, ça permet effectivement de démontrer aussi que finalement, en reprenant le contrôle, eh bien, la légalisation, elle permet finalement de faire baisser la consommation. Il y a un autre aspect que vous avez cité qui tient notamment à la question plutôt de la sécurité et du crime organisé lié au marché noir, qui est l'objectif d'assécher le marché noir. Et pour ça, vous avez raison, il faut que les consommateurs qui se tournent actuellement vers le marché noir trouvent dans l'offre légale une quantité et une qualité équivalentes. C'est-à-dire qu'effectivement, on a vu au Canada, les boutiques étaient dévalisées en quelques heures et donc les consommateurs ont continué à se tourner vers le marché noir, ou bien le prix du gramme de cannabis était trop élevé, ou bien il n'y avait pas une variété suffisamment importante dans les produits qui étaient proposés, s'agissant notamment de la teneur en THC. Donc effectivement, il faut avoir, et dans ces cas-là, c'est le rapport de Gaspard Koenig sur ce sujet-là, évidemment que le marché, à partir du moment où il organise, comment dire, qu'il y a une concurrence qui est mise en place, vous avez évidemment plus d'émulation et plus. Mais la difficulté quand même de ce modèle-là, et là j'en viens à l'autre extrémité par rapport à l'Uruguay ou au Québec, que sont un certain nombre d'États américains, je pense notamment au Colorado, où vous pouvez avoir des offres promotionnelles, des incitations à finalement davantage consommer, des recettes qui vont être utilisées pour tout un tas de trucs. Au Colorado, je crois qu'il y a seulement 0,6% des recettes fiscales qui sont perçues dans le cadre de la vente de cannabis qui sont affectées à la question
la santé publique. Et donc, en réalité, la vente de cannabis, elle sert à financer des routes, des écoles, des choses comme ça. Donc, ça me paraît quand même un peu curieux. Il ne faudrait pas que l'État devienne finalement dépendant de la vente de cannabis, quel que soit l'âge du consommateur, quand on sait que les moins de 25 ans sont pour le coup particulièrement vulnérables à un certain nombre de risques associés à la consommation de cannabis. Vous voyez, il ne faudrait pas que l'État ait finalement dans l'intérêt de vendre plus, d'aller recruter, comme on l'a fait avec le TEBA, des consommateurs de plus en plus jeunes et de récolter plus importantes. Donc, je crois qu'il y a un équilibre à trouver. Il y a aussi une évolution qui peut être mise en place, c'est-à-dire une période transitoire, comme c'est conseillé notamment dans le rapport du Conseil d'analyse économique, où il conseille pendant 2 ans d'avoir comme objectif d'assécher le marché noir, avec donc un niveau de taxe qui soit faible, un prix qui soit faible, pour ensuite augmenter ces éléments-là une fois que le marché noir a quasiment disparu. On peut imaginer un modèle comme ça évolutif, quoi. C'est vrai qu'on se pose la question de la régulation de la vente du cannabis. Donc, quel type de produit? Est-ce qu'on met une limite au niveau du THC? Est-ce qu'on a beaucoup d'exigences au niveau de la qualité du produit? Mais je voudrais revenir sur une chose. Vous avez évoqué la question de l'âge et du risque que ça pouvait poser pour les utilisateurs de moins de 25 ans, pour les consommateurs, pardon. Et vous avez évoqué une éventuelle limitation d'âge à 21 ans pour vendre du cannabis. Est-ce que pour vous, ce serait vraiment la meilleure solution de fixer 21 ans? Ou est-ce que pour faire en sorte que les consommateurs qui sont plus jeunes, qui sont adolescents, prennent l'habitude plutôt de s'approvisionner dans le marché légal et pas dans le marché illégal, il faudrait abaisser ce chiffre-là, par exemple, à 18 ans, comme on le fait pour l'alcool? Les deux sont envisageables et encore une fois, il faut voir qu'est-ce qui est le plus efficace. Si on met une limite à 21 ans et qu'en réalité, on a un nombre de jeunes consommateurs qui continuent de se tourner vers le marché noir et donc on ne parvient pas à la sécher pour cette raison, c'est inefficace. Moi, je crois que ça sera dans tous les cas important. Donc, pour moi, elle n'est pas forcément tranchée cette question de 18 ou 21 ans. Ce qui est quand même important, c'est d'arriver à dire comment dire, et le fait de communiquer là-dessus, sur le fait qu'effectivement, les moins de 25 ans, dont le cerveau n'est pas complètement formé, sont beaucoup plus vulnérables face, d'une part, au risque de décompensation psychiatrique avec une pathologie, je pense notamment à la schizophrénie et autres, et à des troubles des capacités de concentration, de mémorisation, et avec tous les phénomènes que l'on connaît de décrochage scolaire et avec des effets qui sont parfois irréversibles, notamment sur ces capacités de concentration et de mémorisation. Donc ça, je crois qu'il faut que ça soit su, que ces jeunes soient mieux accompagnés, qu'il y ait davantage de prévention. Est-ce que l'interdiction, encore une fois, et l'élévation de l'âge à 21 ans sera efficace? Pas forcément. Mais en tout cas, je crois qu'il faut qu'on en parle et que dans le débat public, c'est une vraie question parce qu'encore une fois, un consommateur de moins de 25 ans et un consommateur de plus de 25 ans ne sont pas du tout face aux mêmes risques quant à ce produit. Alors moi, j'avais une autre question, cette fois-ci plus dans le processus de décision par les institutions. Donc on l'a vu, cette consultation citoyenne, de tout de même 250 000 citoyens qui ont répondu, donc ce n'est pas rien, qui a plus de 80% plébiscité une forme ou une autre de dépénalisation. Donc on peut se poser la question, est-ce que ça va être pris au sérieux? C'est-à-dire la question qu'on vous a posée au début. Mais est-ce que vous pensez qu'il faudrait aller plus loin et poser la question sous forme de référendum aux Français? Alors, je suis toujours partagée sur je crois qu'effectivement, interroger davantage les Français sur un certain nombre de sujets. Moi, je crois notamment beaucoup au référendum sur des sujets locaux, d'aménagement du territoire, de proximité. Le danger des référendums, c'est évidemment, tout est d'une part dans la question, et c'est l'approche binaire qui se prête particulièrement mal au sujet des drogues et au sujet du cannabis, qui, comme je le disais, a longtemps pâti d'une approche manichéenne, morale, idéologique sur ce sujet. Et donc, j'imagine assez bien comment on pourrait avoir un référendum avec tout un tas de gens qui sont effectivement de militants opposés à la légalisation et qui feraient peur, qui manipuleraient les données, qui donneraient des fausses informations, et on serait dans un climat… moi, je crois que sur ce sujet sensible des drogues, il faut arriver à créer une forme de consensus. C'était le cas au Canada, au moment où Justin Trudeau l'a inscrit à son programme. Il l'a mis en œuvre dans les 2 ans qui ont suivi son élection. Mais il y avait, je dirais, un contexte politique qui était favorable. Et je crois que c'est un sujet sur lequel
On ne peut pas y aller au forceps, on ne peut pas y aller en créant un rapport de force parce qu'encore une fois, c'est un sujet trop sensible. Donc, je ne suis pas… Un débat public, après, il faut trouver d'autres formes de débat public. Pourquoi pas, encore une fois, le référendum, mais il faut que le contexte s'y prête et qu'on n'ait pas ça ne soit pas une façon de cliver la société qui, je crois, n'a pas besoin de lignes de fracture supplémentaires. Justement, dans ce processus de décision, on a vu de plus en plus de structures associatives. Certaines personnes diraient des cabinets qui représentent certains intérêts, cabinets d'influence. Pour les structures associatives, je pense par exemple à Normel France, qui plébiscite justement la mise en place d'une forme de légalisation. Quelles sont leurs places à ces associations dans ces commissions, dans ce processus de décision autour du cannabis? Est-ce qu'ils arrivent à rentrer en contact avec les élus? Est-ce qu'ils ont un poids qui est important? Ou est-ce que pour l'instant, on les voit de loin comme des structures qui font leur pub sur Internet et on ne les rencontre pas vraiment? Moi, je crois que comme toute association et groupe militant, ils ont évidemment un intérêt et une parole qui doit être prise en compte dans le débat public. Nous avons eu l'occasion de les auditionner. Moi, je suis régulièrement interpellée, notamment sur Twitter, par un certain nombre de ces associations qui sont, par définition, militantes sur le sujet. Moi, je crois que l'intérêt principal, au-delà de la question militante, c'est l'expertise. Et je trouve assez utile d'avoir… et après, tout dépend de la façon dont on se positionne. Quand on se positionne en tant que, militant de façon, je dirais, trop dogmatique ou excessive, à mon avis, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Et d'ailleurs, on le voit dans les réseaux sociaux, en fait, la possibilité de débat, elle est en réalité très limitée. Et plus on a une approche qui est, je dirais, fermée et radicale, et plus cet espace, il est diminué. En revanche, moi, je voyais notamment sur Twitter, j'avais un certain nombre de ces comptes Twitter qui, par exemple, sur l'intervention que je faisais, venaient amener de l'expertise. Et donc, moi, je lisais… vous citez Normal, et j'ai lu un certain nombre de documents qu'il portait notamment à ma connaissance sur Twitter, et ça, je trouve ça tout à fait utile. Et là, on est dans l'échange de connaissances et on est dans le partage de connaissances, et je trouve ça tout à fait intéressant. Donc moi, l'intérêt, je le vois beaucoup là, plus que dans la confrontation, parce qu'encore une fois, sur ce sujet-là, il me semble qu'il y a beaucoup de méconnaissances et de confusion, et donc on a tout intérêt à faire preuve de pédagogie et d'écoute sereine, voilà, des avis, des peurs, des fantasmes éventuellement de chacun pour avancer sur ce sujet. C'est vrai que c'est un sujet dont on parle aussi beaucoup sur les réseaux sociaux. Il y a un certain nombre de groupes qui sont très militants en faveur de la légalisation. Donc, on peut considérer que c'est plutôt les jeunes qui sont concernés par ces types de propos, puisqu'ils sont davantage sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous constatez une grande évolution de l'opinion publique ou alors une fracture générationnelle sur cette question-là? Alors oui, c'est amusant parce que à la fois j'ai le sentiment que chez les jeunes, vraiment la nouvelle jeune génération, c'est presque has-been, le sujet du cannabis. D'ailleurs, je crois que c'est l'OFDT aussi qui faisait remarquer, il y a raison, que si la consommation continue d'augmenter année après année, elle diminue, et c'est très récent et c'est une bonne nouvelle, chez les jeunes. Elle commence tout juste à diminuer chez les jeunes. Donc, moi, j'ai le sentiment que les jeunes, finalement, consomment sans doute un peu moins de cannabis, et quand ils consomment des substances psychoactives, ils se tournent vers d'autres drogues, des drogues de synthèse et autres. Donc moi, j'ai des jeunes qui me disent, franchement, le cannabis, c'est vraiment plus tout notre sujet, quoi. Mais en revanche, là où il y a peut-être un effet générationnel, c'est encore une fois sur cette approche et sur cette grille de lecture un petit peu idéologique, en tout cas, chez les représentants de la classe politique et aussi dans un certain nombre de médias, où on avait d'un côté les libertaires qui disaient de façon décomplexée qu'effectivement c'était un produit tout à fait inoffensif, et de l'autre les partisans d'une approche très fondée sur l'ordre et la morale, qui disaient que c'était très très grave en faisant un amalgame de cannabis avec l'héroïne, avec la cocaïne, avec tout ça. Donc j'ai l'impression que peut-être le changement générationnel, il permet de changer d'approche.
En revanche, j'ai le sentiment que c'est peut-être un peu moins un sujet chez les jeunes générations que chez les gens peut-être par exemple de ma génération. Et alors, est-ce que cette fracture générationnelle, vous la sentez aussi du côté des députés? Vous parliez tout à l'heure des gens qui, des fois, sont personnellement pour une forme de légalisation, mais qui ne veulent pas se prononcer dessus par peur. Mais après, il y a peut-être aussi sincèrement des gens qui, quand on se met à parler de légalisation, disent « Ah, mais vous êtes fous, vous êtes folles, c'est la porte ouverte à toutes sortes de choses. » Donc, je me dis, moi, logiquement, je me dis c'est peut-être des gens qui sont en politique depuis plus longtemps, c'est peut-être des gens qui sont plus âgés. Est-ce que vous, à l'hémicycle, vous avez senti, je sais pas, une certaine forme de jugement d'une partie de l'hémicycle vis-à-vis de vos positions, peut-être même des fois des gens qui essaient de vous discréditer en disant « Ah, c'est celle qui veut du cannabis » ou des choses comme ça? Oui, moi, en effet, moi j'ai souvent des retours, et ça je le regrette pour le coup, de gens qui ne prennent pas ce sujet au sérieux, qui vont me caricaturer, qui vont me faire des petites blagues en disant « Ah, t'as un joint », voilà, en faisant quelque part un sujet, comment dire, presque de niche et un petit peu, voilà, et un petit peu caricatural, sans voir toutes les dimensions que j'évoquais tout à l'heure, hein, d'aménagement du territoire, d'équité aussi, comment dire, entre les territoires, de justice sociale aussi, parce que typiquement, le cannabis, on sait bien que les consommateurs ne sont pas traités de la même façon en fonction du lieu où ils habitent, et que dans les beaux quartiers, quand les consommateurs se font livrer soit par des livreurs, soit même carrément par la poste, en commandant sur Internet, eh ben, il ne se passe jamais rien pour eux et ils n'ont pas à subir les conséquences des deals au bas de leur immeuble. Donc il y a beaucoup d'aspects finalement dans cette question, et je trouve que le réduire de façon un petit peu ironique à quelque chose, un sujet, voilà, comment dire, encore une fois, libertaire et un peu daté, et associé aux années 68 et suivantes, c'est un peu dommage, et c'est un peu… oui, c'est une forme de, comment dire, de renoncement finalement, encore une fois, mais qui s'inscrit dans une histoire longue, hein, finalement, puisque la France est depuis 50 ans dans cette situation. On a entendu pendant 50 ans cette question-là, et je crois que notamment pour un certain nombre d'élus qui étaient présents lors des débats sur ces questions-là, reconnaître que pendant 50 ans, on s'est trompé dans l'approche, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. J'entendais un élu à la région Île-de-France qui parlait de défaite morale. Et je crois que si on prend les choses comme ça, en effet, on ne recule jamais et on continue les mêmes erreurs pour ne pas avoir à dire que c'était une erreur. Donc, pour ça, je pense qu'effectivement, le changement quelque part générationnel est quelque part peut-être utile pour ne pas avoir à faire ce travail-là. C'est vrai qu'il est très, très regrettable d'entendre que certains considèrent que c'est un débat qui pourrait ne pas être pris au sérieux, voire qui pourrait être un sujet de niche. Et pourtant, c'est un débat qui est directement relié aux questions d'insécurité, notamment dans des quartiers sensibles. Or, on a vu dans le dernier Opinion Way que l'insécurité était la première préoccupation des Franciliens à l'approche des régionales. Comment est-ce que vous liez les deux sujets et d'après vous, quelle est la corrélation entre l'insécurité et le trafic de cannabis, et donc quelles seraient les solutions, quelles seraient vraiment les conséquences concrètes au niveau de l'insécurité grâce à la légalisation du cannabis? Alors moi, je crois qu'en effet, vous avez raison, les deux sujets sont extrêmement liés, et quelqu'un, voilà, comme Bruno Laforesterie, que je citais tout à l'heure, montre bien les différents réseaux et les différents niveaux de criminalité qui sont associés au trafic de cannabis, qui est quelque part un trafic très accessible, très facile, mais qui est souvent la première porte d'entrée vers d'autres réseaux et vers d'autres trafics. Donc très clairement, ça serait, à mon avis, une façon tout à fait pertinente, si elle est travaillée suffisamment en amont, avec notamment la structuration, l'organisation d'une filière légale qui permette d'absorber en qualité et en quantité les demandes des consommateurs actuels. Je crois qu'on aurait effectivement un certain nombre de problématiques et de troubles à l'ordre public qui sont aujourd'hui associés, qui diminueraient de la même façon que ça permettrait de libérer
le million d'heures, on avait vu ce chiffre, le million d'heures annuelles qui est aujourd'hui utilisé pour lutter contre les trafics par les forces de l'ordre. Hein. Cela coûte 568 millions d'euros par an et représente donc 1 million d'heures. Et donc tout ce temps-là, qui est pris pour quelque part lutter un phénomène qui ne fait que grandir et contre lequel on est dans une forme d'impasse, eh bien, ça serait autant de temps qui pourrait être consacré à d'autres missions pour nos forces de l'ordre, à un rétablissement d'un maintien de l'ordre de proximité, à plus de relations de confiance dans ces quartiers. Et on sortirait un petit peu aussi de cette situation complètement ubuesque où finalement la France a une doctrine, un cadre théorique parmi les plus répressifs, mais c'est un cadre qui n'est pas appliqué puisqu'elle n'a pas les moyens de sa mise en œuvre. Quand on considère qu'on a 900 000 consommateurs quotidiens, il faudrait à peu près 330 millions d'interpellations par an pour sanctionner ne serait-ce que ces consommateurs quotidiens. Donc on est dans une situation où on donne une feuille de route, une mission à nos forces de l'ordre, et elles ne sont pas en mesure de le mettre en œuvre. Donc on les met dans une situation d'échec perpétuel où dans certains cas, ils préfèrent fermer les yeux et le disent, parce qu'ils savent qu'ils n'ont pas les moyens et qu'ils retrouveront le lendemain, le surlendemain, les mêmes personnes, ou que quand ils démantèlent des réseaux, eh bien d'autres les remplacent dans les 24 heures. Donc, dans certains cas, ils ferment les yeux, et dans d'autres, ils s'épuisent et perdent finalement en crédibilité, puisque les personnes qui le poursuivent voient bien qu'ils ne sont pas en capacité d'aller au bout. Donc, je crois que ça serait en effet tout à fait une réponse pertinente. Ça ne résoudra pas tous les problèmes. Il faudra penser à ce que l'on évoquait en termes de réinsertion. Il faudra voir comment on investit aussi de l'argent dans ces territoires. Mais je crois que ça serait une première étape, en effet, pour répondre aussi à cette question de la sécurité. Justement, pour essayer de pallier ce problème d'une énorme quantité de consommateurs et donc de personnes qui commettent des délits tous les jours. On a vu donc l'année dernière Gérald Darmanin qui a proposé cette solution de l'amende forfaitaire, donc qui permettait de désengorger les tribunaux et donc d'aller beaucoup plus vite dans la sanction pénale. Qu'est-ce que vous pensez de cette amende forfaitaire et à quel point, pour vous, est-ce qu'elle résout en partie ce problème-là? L'amende forfaitaire délictuelle, l'AFD, elle n'a qu'un intérêt, à mon avis, elle permet aux forces de l'ordre d'avoir une réponse rapide, immédiate et réelle à un phénomène auquel ils sont confrontés et qui parfois les met dans une situation où en effet ils se sentent illégitimes, inefficaces, puisqu'ils revoient la même personne le lendemain au même endroit. Donc ça a ce mérite-là, mais ça n'est qu'une seule réponse à une toute petite partie du phénomène, et notamment à la question très concrète du trouble à l'ordre public. Ça n'est ni une réponse au trafic, évidemment, ça n'est pas une réponse non plus à la consommation, et notamment ça introduit une forme de discrimination entre les consommateurs, puisqu'encore une fois, les personnes qui habitent dans les quartiers bourgeois, qui se font livrer, ne se font jamais ennuyer et ne font jamais l'objet d'amendes forfaitaires délictuelles. Donc encore une fois, on va pénaliser plutôt les personnes qui ont les plus faibles revenus et qui vivent dans des territoires qui sont déjà mis en difficulté et avec des problèmes d'insécurité. Et par ailleurs, ça enlève finalement la possibilité d'un accompagnement dans un soin, notamment des usagers qui ont une consommation problématique, puisque nous n'avons plus l'injonction de soins qui était, pour le coup, dans un cadre pénal à partir du moment où le consommateur était. Donc pour moi, c'est vraiment une réponse très ponctuelle, très limitée, très limitative, et qui est encore une fois presque un aveu d'échec et d'impuissance. Puis moi, ce que j'aimerais rajouter, c'est que ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a aucun débat sur le bien fondé en soi de la question de l'amende. C'est-à-dire que maintenant, c'est automatique, on est consommateur, on est forcément un trouble à l'ordre public et on nous donne une amende. Alors que le débat devrait être sur le fond, vraiment, même pour les gens qui n'aiment pas le cannabis, qui ne veulent pas en consommer.
en quoi quelqu'un qui a consommé, qui consomme ou qui a quelques grammes sur lui est un trouble à l'ordre public. Et ça, c'est une vraie question qui, malheureusement, est trop souvent ignorée. Par contre, j'aurais une autre question sur la police. Donc, ce qui est intéressant avec la police, c'est qu'à la fois, on a des groupes comme Police contre la prohibition qui vont mettre en avant des arguments pour dire non, nous, on n'en peut plus d'arrêter qu'on nous demande d'arrêter des gamins juste parce qu'ils ont une boulette de shit sur eux. On veut faire notre travail de flic, quoi. On veut protéger la paix et l'ordre. Mais de l'autre côté, on a aussi des policiers qui, très clairement, se positionnent contre eux, qui disent que oui, il faut absolument continuer de combattre ça. Et donc, en face, on a des gens qui n'hésitent pas à dire que s'il y a des flics qui, entre guillemets, voient d'un bon œil que la légalisation continue, c'est parce qu'il y a aussi de la corruption dans la police. Et ça, il n'y a pas besoin de le montrer par A plus B. Tous les ans, il y a des affaires qui sortent. Il y a quelques années, il y avait une grosse affaire de corruption au sein des stupes à Paris. Est-ce que vous pensez que, voilà, c'est une question un peu tabou, mais est-ce que vous pensez que cette corruption, que ce soit dans la police, mais aussi dans une partie de la classe politique, parce qu'il ne faut pas se leurrer, il y a des livres qui sont aussi sortis là-dessus, de dealers qui le disent très clairement, qu'il y a des politiques qui touchent l'argent de la drogue, est-ce que vous pensez que ça a un impact en tout cas que c'est une des causes de la lenteur de cette question de la légalisation qui peine à arriver, cette question de la corruption? C'est une question qui est compliquée parce que pour y répondre, il faudrait connaître la réalité et l'ampleur du phénomène. Et ça, évidemment, on ne le sait pas. On a quelques scandales, il y a quelques affaires qui nous permettent et donc, de dire que c'est une réalité, à quel point cette réalité est importante et à quel point elle a un impact sur les prises de position des uns et des autres. Honnêtement, je serais bien incapable de vous le dire et je ne voudrais pas tomber non plus dans une approche un petit peu, un peu facile de considérer qu'en réalité, si on n'a rien fait sur ce sujet-là depuis 50 ans, c'est parce qu'en réalité, tout le monde est mouillé et que voilà. Donc, pour avoir discuté, par exemple, localement, notamment avec des gendarmes sur ce sujet, aussi des policiers, des gendarmes notamment en milieu rural, ils étaient tout à fait convaincus de la nécessité de continuer avec cette approche prohibitive pour tout un tas de raisons que je n'ai pas jugées et que d'ailleurs je respecte. Je peux tout à fait attester de leur sincérité et du fait que voilà, il ne semblait pas qu'il y ait d'autres raisons dans leur raisonnement. Donc, ça explique peut-être, voilà, pour une petite partie, un certain nombre de prises de position. Moi, ce que m'ont aussi dit beaucoup de syndicats ou de personnes issues des forces de l'ordre, police ou gendarmerie, c'est qu'en réalité, leur mission, c'est de respecter la feuille de route qui leur est donnée. Et à partir du moment où on leur donne cette mission-là, ils vont effectivement mettre tout en œuvre pour la mener le mieux possible. Et après, il s'agit d'un choix politique. Donc, si les orientations politiques changent et qu'il y a un bien fondé à ce changement, eh bien, ils seront dans une autre situation, quoi. Donc, je ne crois pas que ça soit le point de blocage majoritaire, je dirais. Très bien. Eh bien, pour ma part, vous avez répondu à toutes mes questions. Je vous remercie pour le temps que vous avez pris pour nous répondre. Je pense que Domiti également vous remercie. Merci beaucoup, madame. Merci beaucoup pour toutes vos réponses qui ont été très informatives et très intéressantes. Donc, je pense que ça va être la fin de ce podcast qui nous tenait vraiment à cœur et qui porte vraiment sur un sujet qui, à mon sens et au sens de Maxime aussi, n'est absolument pas un sujet de niche ni un sujet à ne pas prendre au sérieux puisqu'il touche à la fois à la finance, à la santé publique, à l'insécurité, donc énormément de sujets qui sont très importants pour le bien-être des Français. Donc, on vous remercie encore une fois d'avoir pris ce temps et de nous avoir donné cette attention. Et je vous souhaite à tous à bientôt sur Scopéo et je vous souhaite à vous une bonne fin de journée. Eh ben, merci à vous également et ravie de cet échange.